Je vous propose que nous ouvrions la deuxième journée de notre forum. Nous sommes à l'heure pour commencer cette réflexion partagée sur les nouveaux déséquilibres du monde et pour notre premier panel, notre première table ronde, sur la place des territoires, territoires régionaux, territoires départementaux, territoires des différents niveaux de collectivité dans ces tensions internationales. Hier, nous avons analysé et discuté de manière approfondie l'impact de cette tension entre la Chine et les États-Unis. Je crois que le débat a été particulièrement riche, mais deux idées se sont quand même, il me semble, imposées. D'une part, que cette tension entre la Chine et les États-Unis va être durable et elle est structurante des relations internationales pour un certain temps. Et donc, nous sommes là face à une donne qui est une donne de la mondialisation aujourd'hui, qui est cette logique de dialectique qui peut être plus ou moins agressive suivant les circonstances, mais tension puissante entre le numéro 1 qui veut garder sa place de leader et le numéro 2 qui est vu par le numéro 1 comme un rival qu'il faut essayer de contenir et qui, naturellement, lui, se voit jouer les premiers rôles. Dans ce contexte-là, nous voyons que, au fond, deuxième message d'hier, le choix européen est un choix qui s'impose et qu'au fond, qui est sans doute le bon niveau de rapport de force pour essayer de faire en sorte que nous ne sortions pas de l'histoire et que nous ne soyons pas en situation périphérique face à cette nouvelle organisation du monde à partir de cette tension. Et cette logique de l'Union européenne avec une ambition nouvelle a été développée hier fortement par Thierry Breton et il a donné, je crois, à beaucoup de nos participants une forme d'espoir en voyant que sur les aspects technologique de cette question et du rapport de force qui s'installe dans le monde, finalement, l'Europe avait des atouts et elle bâtissait actuellement des stratégies, ce qui a donné, dans un contexte qui est assez sombre, une perspective plus optimiste. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir plus proche du terrain en abandonnant pour un temps les réflexions géopolitiques, stratégiques, planétaires, pour revenir à l'action locale, pour revenir à la vie des entreprises, pour revenir à ce qui est sur le terrain, la perspective de cette nouvelle donne économique mondiale. Pour débattre de ces questions-là, nous avons quatre invités particulièrement pertinents sur ces sujets. Le président Alain Rousset, président du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, qui naturellement est très mobilisé sur les questions de développement économique et qui a aussi des partenariats internationaux particulièrement structurés, y compris avec les deux grands pays dont nous parlons. Le président des départements, Dominique Bussereau, président du conseil départemental de Charente-Maritime, ancien ministre, nous fait l'honneur de participer lui aussi à notre échange et nous verrons avec lui comment la Charente-Maritime se sent exposée aux problématiques mondiales et nous verrons avec lui comment, d'une manière générale, les départements vivent leur action locale dans un monde très, très global. Nous avons le président directeur général de SEVA, Santé Animale, Marc Prikaski, qui est le président des entreprises de taille intermédiaire, le club des ETI de la région Aquitaine. C'est un entrepreneur successful qui est présent dans
les différents marchés de ce monde, notamment en Chine, où depuis plus de 18 ans, il a implanté ses activités. Il nous dira comment les entreprises, notamment en Aquitaine, mais avec son expérience personnelle, comment les entreprises vivent ces compétitions et est-ce que tout cela est facteur de sécurité, l'international étant aussi quelquefois une variable qui permet de faire face aux difficultés dans le pays, mais aussi une capacité aujourd'hui à découvrir de nouveaux problèmes. On le voit naturellement avec le Covid et ces nouvelles contraintes qui sont imposées aux entreprises. Et puis naturellement, nous aurons quand même notre dialectique avec l'Europe, grâce à la présence d'Elisabeth Morin-Chartier, que je remercie elle aussi d'être présente dans ce panel. Vous le savez, elle a été présidente de la région Poitou-Charentes, membre du Parlement européen, elle fut questeur, membre du Haut Conseil à l'égalité, et elle connaît bien les problématiques de tensions internationales. Elle a notamment été sur ce débat très important des travailleurs détachés en première ligne au Parlement européen. C'est un débat qu'elle connaît bien et pour lequel elle va pouvoir nous donner son éclairage. Alors, je vais commencer par interroger Dominique Bussereau, s'il le veut bien. Lui qui, avec la Charente-Maritime, a une implantation avec plusieurs initiatives en Chine. Je crois qu'il y a avec une province chinoise un partenariat. Est-ce que aujourd'hui la situation internationale a un impact sur les initiatives de la Charente-Maritime? Et d'une manière plus générale, comment sent-il l'évolution de l'image de la Chine, de cette curiosité que la Chine provoquait il y a encore quelque temps et qui aujourd'hui semble dans l'opinion publique s'être quelque peu durcie avec des inquiétudes qui nous viennent de cette crise terrible qui a été celle de Wuhan d'abord et celle du monde entier ensuite. Alors, Dominique Bussereau, le département aujourd'hui est-il une sorte d'échappatoire aux problèmes internationaux ou est-il dans ce bain international et soumis à des tensions qui sont des incertitudes quant au développement économique et quant à la vie notamment des entreprises? Monsieur le Président, cher Dominique. Oui, cher Jean-Pierre, merci. Bonjour à toutes et à tous. Il est clair que la pandémie a causé des difficultés dans l'action extérieure des départements. Par exemple, l'impossibilité d'envoyer des nouveaux collaborateurs, de faire revenir des collaborateurs dans nos représentations permanentes et également, bien sûr, un manque de disponibilité des interlocuteurs chinois vis-à-vis de nous. Sur la Chine, plus particulièrement, je dirais un mot d'autres destinations. Nous sommes 7 départements à avoir des actions de coopération décentralisée avec la Chine, la Charente-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Vienne, l'Essonne, le Val d'Oise et la métropole lyonnaise qui a également le statut de département. La loi NOTRe a empêché beaucoup de choses, c'est une loi que je n'ai pas votée et qui est une loi malencontreuse, mais elle a permis néanmoins de poursuivre des partenariats économiques pour les collectivités départementales. En général, quels sont les thèmes sur lesquels on travaille? C'est le tourisme, c'est l'attractivité des territoires, l'économie, l'enseignement supérieur. Et nous faisons cela avec, bien évidemment, des collaborateurs sur place. Longtemps, le département de l'Essonne a eu une présence à Wuhan et nous avons, nous, une présence à Shenyang, dans le Liaoning, mais nous avons du mal à actuellement changer de collaborateur parce que les échanges physiques sont difficiles et le ministère des Affaires étrangères a aussi bloqué les envois de volontaires internationaux. Bien évidemment, ce qui est à l'arrêt, et on le voit bien dans le drame que vit l'hôtellerie et le monde du tourisme à Paris en Île-de-France, le drame, c'est l'arrêt des touristes chinois. Et une grande partie aussi de nos échanges sont motivés par le fait que nous voulons attirer dans nos territoires des touristes chinois. Donc, cette affaire est naturellement stoppée. Mais pour ce qui concerne la Charente-Maritime, nous poursuivons nos échanges avec les provinces du Liaoning, du Jilin, du Hebei, à peu près normalement. Et encore récemment, le
le président d'une entreprise de chocolaterie est allé prendre des contacts, enfin, a pu prendre des contacts économiques en Chine. Alors, le changement, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre, qui est notre meilleur spécialiste de la Chine parmi le personnel public français. Naturellement, l'image de la Chine n'est plus ce qu'elle était. Le Covid, la diffusion du Covid, les accusations parfois grossières de M. Trump, mais qui marquent l'opinion sur la responsabilité de la Chine, tout ça fait que l'image de la Chine, comme on dit vulgairement, on a pris un sacré coup, que renforcent les événements de Hong Kong et, c'est encore la une du Figaro de ce matin, le durcissement politique intérieure permanent du régime chinois. Donc voilà, il faut bien voir qu'il y a aujourd'hui, vis-à-vis de la Chine, une méfiance forte qui s'est instaurée dans toute l'Union européenne, et particulièrement en France. Donc, retisser le lien sera, quand les échanges physiques seront à nouveau autorisés, retisser le lien ne sera pas simple, parce que je pense que cette méfiance de notre côté doit se traduire aussi par une forme de méfiance ou de défiance du côté chinois. Voilà, mon cher Jean-Pierre, les premières réflexions que je voulais faire sous ton contrôle, bien évidemment. Une question, Dominique. J'ai vu que, par exemple, le Grand Pavois de La Rochelle était annulé, que pour des raisons sanitaires, cette grande manifestation de l'industrie nautique ne pouvait avoir lieu. Au fond, c'est le genre d'événement qui, je crois, a une dimension internationale. Est-ce que, finalement, il y a une forme d'inquiétude des entreprises devant l'annulation d'un certain nombre d'événements à dimension économique, comme le Grand Pavois, parce qu'au fond, l'annulation de ces grands rendez-vous fait sans doute place à une forme d'attentisme, d'inquiétude, alors que jusqu'à maintenant, c'était un événement plutôt porteur d'affaires et de développement. Ça a une conséquence forte, c'est que nous avions noué l'an passé un partenariat avec la ville de Qinhuangdao, c'est cette ville où les dirigeants chinois vont se reposer en famille et en tribu pendant l'été, qui est le début de la Grande Muraille. C'est là qu'elle part de la mer de Chine vers l'est, vers l'ouest, pardon. Et on devait organiser dès cette année, et peut-être l'année prochaine, en tout cas on avait repoussé l'année prochaine, l'équivalent en Chine du Grand Pavois. Donc le fait que l'événement français n'ait pas lieu, évidemment, est une mauvaise image par rapport à nos partenaires chinois, et ça va peut-être compliquer l'événement et faire que l'événement n'aura pas lieu en 2021 comme prévu. Voilà, donc il y a toute une série d'événements qui se passent en France et en Europe qui ont des conséquences en relation avec la Chine. Par exemple, on souhaitait, nous, intéresser les Chinois autour de France. Bon. Parce que c'est spectaculaire, les paysages de France, c'est la plus belle image du tourisme que l'on peut proposer à l'étranger. Donc, on avait prévu d'inviter toute une série de dirigeants chinois et puis peut-être de voir avec eux des partenariats dans ce domaine du sport cycliste. Évidemment, tout ça est tombé à l'eau, donc on va le faire sous forme de vidéos, sous forme d'Internet. On a prévu des vidéos en chinois, des résumés du tour, etc. Voilà, mais c'est vrai que quand un événement se bloque chez nous, ça a des conséquences sur nos relations avec la Chine et les autres pays. Nous avons aussi des coopérations décentralisées plus humanitaires, en particulier depuis 1992 avec la Guinée. La Guinée est actuellement un des pays les plus atteints par l'épidémie. Ils ont déjà eu l'Ebola. Aujourd'hui, la pandémie est forte en Guinée, plus la situation économique et sociale. Donc, toutes les coopérations patiemment tissées au fil des années s'étiolent. Et nous allons avoir tous un très gros travail. Et là, nous aurons besoin de la Fondation pour nous donner un peu des astuces ou des aides ou des éléments de langage pour reprendre un dialogue qui va être compliqué par l'évolution de la pandémie, mais aussi par l'évolution de la situation politique en Chine et dans la zone de la mer de Chine. Merci, Dominique Bussereau, de cet éclairage. J'interroge Marc Piasecki au nom des entreprises. Au fond, d'une part, on a un ralentissement international lié au fond au ralentissement de la croissance
en Chine et aux tensions entre les États-Unis et la Chine, mais aussi lié naturellement à cette inquiétude sur chacun des marchés, avec ces incertitudes sur est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague, est-ce qu'il va y avoir finalement un étalement dans le temps de cette crise, ou est-ce que nous allons pouvoir en sortir rapidement. Comment ressentez-vous d'une part ce climat pour les entreprises, et puis d'autre part, comment sentez-vous le marché chinois, les marchés internationaux aujourd'hui, vos perspectives et les perspectives des ETI dans cette dialectique internationale? Bonjour. Alors j'ai deux casquettes aujourd'hui. J'ai d'abord la casquette d'un patron d'une ETI, une grosse ETI d'1,3 milliard, qui est présente dans tous les pays du monde, près de 45 filiales, en particulier en Chine et aux États-Unis. Donc je vous ferai un petit point de ce qui se passe actuellement dans ces deux zones géographiques. Et puis je suis aussi président du club des ETI de Nouvelle-Aquitaine, qui a été le premier club d'ETI créé en France, sous l'égide d'Alain Roussel, président de la région. Et donc j'ai un peu la double vision de la situation. Le premier élément, moi, qui me frappe, et je me réfère à la présentation qui a été faite par Monsieur Bedbez, c'est quand on regarde quand même ces trois grandes zones géographiques, savoir l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, et quand on regarde une séquence extrêmement rapprochée qui est 2008 à 2018, la part du PIB mondial tenu par la communauté européenne, l'Europe était de 25,6%, c'est passé à 10,6%. Quand on regarde les États-Unis, 23,1%, 24%, donc ça veut dire une croissance un peu supérieure à la croissance mondiale. Et quand on regarde la Chine, évidemment, 7,2% à 15,9%. Et si j'ai bien compris la présentation de M. Bedbez, en 2027, on devrait avoir à peu près des économies équivalentes. Donc le premier élément qui m'importe, moi, en tant que patron de TI, c'est de me dire, et l'Europe, comment se fait-il qu'en Europe, et le PIB de l'Europe est fait de PIB de développement économique d'un certain nombre d'entreprises, comment se fait-il qu'on n'y arrive pas? Comment se fait-il finalement que l'Europe soit à la traîne? Et c'est vrai qu'on a été tous traumatisés par un certain nombre de décisions. On a l'impression que ça change. Avec Monsieur Thierry Breton, on a l'impression que les choses bougent, mais on a absolument besoin d'une Europe forte parce que, d'une certaine façon, en physique, c'est le trépied qui tient le mieux. Et donc, on a besoin de cette partie-là économique et les chiffres sont têtus. Et pour les entreprises type ETI, en fait, quand on regarde ces grands pays, ces grandes zones géographiques que sont les États-Unis et la Chine, on se dit ce sont des opportunités. Ce sont des opportunités. Ça prend du temps. Il faut se donner les moyens, mais ce sont des opportunités. Quand je regarde ce que j'ai fait, c'est finalement ces 20 dernières années aux États-Unis et en Chine, et je regarde ce début d'année, ces 7 premiers mois, dans ces deux pays, ces deux grands pays, j'ai une croissance à 2 chiffres. Donc ça fonctionne. Alors évidemment, je suis dans un domaine, la santé animale, où finalement on est assez peu touché, puisqu'il y a deux segments principaux. L'un, c'est les animaux de compagnie, donc on est très proche de la santé humaine. Le chien et le chat, ils sont devenus l'enfant de la famille. Et puis de l'autre côté, les productions animales, et les gens continuent à consommer de la viande, des œufs, du lait, etc. Donc en fait, pour moi, il y a un sujet global qui est oui, un ralentissement, mais je ne le ressens pas. Ce qui n'est pas vrai pour d'autres entreprises, évidemment. Il y a un élément qui est clé, quand j'ai comparé le chemin que j'avais fait dans ces deux pays, c'est que je me suis implanté industriellement. Dans des grands pays de ce type-là, il n'est pas possible d'exister réellement sans investir. C'est quand même un peu nouveau parce que vous vous souvenez, à une époque, on disait les Français qui allaient investir et mettre une usine en Chine, on disait ils vont produire à bas coût. C'est pas ça. C'est qu'on a des marchés qui sont absolument colossaux. Et si on veut vraiment pouvoir s'impliquer et se développer dans ces pays, il faut évidemment pouvoir être présent de cette façon-là. Donc, je pense que ces pays-là suivent exactement les mêmes problématiques que l'on a partout. Il y a des secteurs extrêmement touchés et d'autres où on peut se développer. Et donc, en fait, ce sont pour nous des opportunités. Clairement, pour les entreprises, on le regarde encore pour des opportunités. On a changé complètement notre façon de travailler, c'est-à-dire que le présentiel n'est plus possible, on ne se déplace plus. Et je pense qu'on se déplacera moins durablement parce que nos clients aussi se déplacent moins et on a appris à fonctionner différemment. Et je suis absolument vous voyez, étonné de la capacité qu'on a eu à basculer dans ce nouveau mode de fonctionnement. Et je dirais grâce à toutes ces technologies qui ont été mises en place, grâce évidemment à un certain nombre d'entreprises américaines, chinoises,
parle beaucoup plus des GAFA. Et ça m'évoque un point qui est important, et monsieur Thierry Breton en a parlé, c'est la 5G. La 5G sur nos territoires. Parce qu'il y a un découplage potentiel, d'abord sur nos territoires, entre le monde urbain et le monde rural. Et donc aujourd'hui, vous pouvez implanter une entreprise partout à partir du moment où vous avez du haut débit. Et donc la 5G est une opportunité majeure. Moi, je suis content d'avoir entendu monsieur Breton, qui est très volontariste. J'espère qu'il en aura les moyens. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir de toute façon avancer sur des sujets de ce type-là. Donc on a besoin de choses très simples. Et au travers du Club ETI, on s'aperçoit que finalement, on parle du monde. On voit très bien qu'il y a des cultures très différentes entre la culture américaine, qu'on comprend mieux d'une certaine façon, parce que c'est plutôt une culture d'affrontement, culture très différente, le jeu de Go à la chinoise, une zone absolument colossale, qui est une sorte de pivot continental qui est en train de se créer avec 68 pays, 4 milliards d'habitants, dans lequel on doit faire partie aussi, parce qu'il y a une continuité des territoires. Et donc, nous, on regarde ça avec cette distance. On voit, comme entrepreneur, que des opportunités. La caractéristique de l'entrepreneur, c'est qu'en général, quand ça va pas, il se dit c'est de ma faute. Il le reconnaît, il essaie de bouger. Il dit pas c'est parce que, etc., etc. Et donc, on est en permanence dans cette dynamique. D'ailleurs, vous étiez à la réunion du MEDEF et on s'aperçoit que les politiques sont extrêmement inquiets. Les entrepreneurs, par définition, sont plutôt optimistes d'une certaine façon. Ils disent on va y arriver, pour peu que finalement on ait autour de nous, dans notre environnement, les conditions qui nous permettent d'y arriver. Voilà, c'est juste ça. Par exemple, sur la 5G, au fond, ce débat-là, il concerne, et c'est important de le dire, il concerne donc les territoires, notamment pour l'attractivité des territoires pour les entreprises. On voit bien qu'il y a une stratégie qui serait de poursuivre les coopérations qui ont été engagées avec Huawei. On voit qu'il y a naturellement une autre stratégie qui sera une stratégie européenne fondée sur le développement des entreprises européennes dont Thierry Breton a parlé hier. La grande question, ce serait de pouvoir, sur ces débats-là, ne pas perdre de temps. Parce que, au fond, c'est un risque majeur de se retrouver avec finalement des débats politiques qui mettraient les entreprises un peu en situation de difficulté. Est-ce que, par exemple, un accord franco-allemand aurait pour les entreprises quelque chose de serait significatif? Parce qu'un des dangers, de mon point de vue, c'est que les Allemands choisissent une des deux solutions et que les Français choisissent l'autre. Et qu'auquel cas, on va se retrouver dans une situation européenne un peu difficile. Il est important que l'Europe essaie de se mobiliser sur un choix. Comment les entreprises vivent cette finalement présence de la tension internationale sur le territoire local? Mais je crois qu'on est... enfin, nous en particulier, on a une filiale en Allemagne, on a racheté une petite ETI l'année dernière. On a finalement une vision extrêmement semblable avec les entrepreneurs allemands. Et donc, nous, on ne peut que souhaiter, globalement, que l'on travaille ensemble. Et je dirais, derrière la 5G, il y a d'abord l'installation des antennes. Quel modèle on veut? Est-ce qu'on considère que c'est à l'État de le faire, donc d'être propriétaire et d'une certaine façon, après, finalement... utiliser des opérateurs vous voyez, il y a des modèles intermédiaires, mais je pense que ce qui va être absolument clé, c'est quand même d'aller vite, et je dirais pas quel que soit le choix, c'est aux politiques de nous garantir qu'il y aura une forme d'indépendance, etc. Mais globalement, nous, on pense que dans cette course-là, vous voyez, la RGPD, c'est très bien, et en même temps, c'est un frein majeur. Parce que derrière l'utilisation potentielle des données, il y a plein d'industries, plein de projets qui peuvent se développer. Et de ne pas avoir accès à ça, c'est un sujet. Et on a parfois l'impression, au travers des réglementations qui sont mises en place, et avec toujours une très bonne intention, qui est la liberté, les libertés des individus, en même temps, on s'aperçoit qu'on prend du retard. L'intelligence artificielle va nous permettre de faire des progrès absolument colossaux, mais c'est comme tout dépend de l'utilisation qui sera faite. Le nucléaire a apporté énormément de choses, le meilleur et le pire, et ça, on ne peut pas s'opposer à ce progrès. Donc si en plus on prend du retard sur la mise en place de
de la 5G. Je crois que fin 2021, l'ensemble du territoire chinois sera couvert. C'est quand même absolument incroyable. Et nous, on est encore en train de se poser la question, et je le comprends bien, quel système on va pouvoir mettre. Moi, je pense qu'il faut que l'Europe, globalement, prenne une position au travers évidemment, de Thierry Breton. Et qu'après, on avance tous dans le même sens. Merci. Dominique Bussereau, est-ce que les départements se sentent concernés par ces débats-là, par exemple le débat de la 5G, mais je dirais, comme on l'a vu aussi, qui est une question et de technologie et de politique, sur la reconnaissance faciale avec la Chine. On voit bien que le maire de Nice, aujourd'hui, veut, pour la question de sécurité, la reconnaissance faciale. Est-ce que ces débats-là, qui sont en fait des débats liés aux technologies mondiales et à la confrontation mondiale sur les technologies, est-ce que ce sont des débats qui concernent la vie des départements ? Qui concerne la vie des départements et de toutes les collectivités. Dans le cas des départements, au moment où nous parlons ce matin, nous sommes en train tous d'équiper nos départements de fibres. Un département comme la Charente-Maritime, au début de l'année 2002, sera fibré à 100%. Quand je dis à 100%, c'est chaque cabane ostréicole, chaque coin de chasse dans la forêt de Haute-Saintonge, et toutes les entreprises et tous les particuliers. Donc, c'est fibré 100 mégabits par raccordement tout un département. Ce sont plusieurs centaines de millions d'euros et c'est naturellement très important pour l'économie. Et je cite mon département, mais beaucoup d'autres départements dans la région de Nouvelle-Aquitaine sont également bien avancent et dans toute la France et d'ailleurs hors métropole, les choses se font. Alors après, le débat 5G Huawei, ce sont des débats compliqués. Moi, je vous avoue, très grande inquiétude sur les premiers propos de nouveaux maires sur la 5G. Vous êtes à Bordeaux, il y a eu des déclarations d'élus de cette grande ville et grande métropole très défavorables ou des interrogations extrêmement négatives par rapport à la 5G. Et ce que j'ai entendu à Bordeaux, je l'ai entendu dans d'autres villes de France où une nouvelle formation politique est parvenue aux commandes. Donc, c'est évidemment très dangereux, car si nous prenions un retard sur la 5G, ce serait terrible pour l'économie. M. Roux de Bézieux l'a rappelé à plusieurs reprises, avant même l'université du MEDEF de cette semaine. Mais il faut aussi dire que nous avons encore, en matière de téléphonie classique, donc 3G, 4G, des zones blanches, y compris à l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine, et que des retards ont été pris, et malgré les engagements de l'État, les opérateurs mettent un peu de temps, et trop de temps. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que quelque part en Nouvelle-Aquitaine et dans l'ensemble du pays, nous ayons des endroits où on ne puisse pas capter la téléphonie mobile et capter l'Internet grâce à la téléphonie mobile. Donc, tous ces débats sont très importants. Le débat Huawei est un débat compliqué, c'est un débat politico-diplomatique avec des impératifs de défense nationale. Moi, je souhaite en effet qu'il y ait une position européenne commune et j'approuve complètement l'idée d'une position franco-allemande, sachant que la Grande-Bretagne a beaucoup évolué ces dernières semaines et ces derniers mois dans sa position sur ce dossier. On va donner la parole au président de cette grande et belle région de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, que je remercie beaucoup, non seulement de sa présence, mais aussi de nous accueillir aujourd'hui à Bordeaux, d'où est organisé ce grand débat qui mobilise plus de 1500 personnes dès ce matin. Nous avons, cher président, comme réflexion stratégique, la place des préoccupations internationales dans l'action locale. Et dans une grande région comme la région Nouvelle-Aquitaine, les relations internationales, qui deviennent de plus en plus compliquées, donc posent un certain nombre de difficultés au territoire. On a vu avec Marc les espoirs aussi qui étaient donnés par l'action internationale qui permet à certaines entreprises d'avoir un potentiel de développement élargi et qui donne notamment sur des questions de technologie, mais pas seulement, des perspectives importantes à ces entreprises.
Quelle est pour la Nouvelle-Aquitaine, je dirais, la place un peu de la préoccupation internationale dans le développement économique? On sait que cette région est très mobilisée autour de ces entreprises. Est-ce que cette préoccupation est massivement locale, surtout nationale, ou est-ce que c'est vraiment ouvert sur l'ensemble du monde? Merci Jean-Pierre. Merci d'être là aussi. Hein. C'est important d'avoir cette ouverture du club que tu as fondé. L'international fait partie des stratégies économiques de la région, à l'évidence, en prenant en compte le fait que l'émiettement industriel français rend difficile pour représenter les régions de France dans les organismes nationaux, rend difficile une capacité d'exportation. Marc Prekavski peut expliquer ses interventions à l'international. C'est une ETI. C'est une ETI. Quand je regarde le reste des... Ah, pardon, je suis trop loin. Pardon. Quand je regarde le tissu de nos entreprises, le tissu français est un tissu industriel de sous-traitance. Nous sommes triplement centralisés dans notre pays. Centralisation administrative et politique, centralisation industrielle et centralisation du financement de l'économie. Et d'ailleurs, un des problèmes qui se pose aujourd'hui au niveau du plan de relance ou du plan de résilience, est bien de trouver un système de meilleur équilibre entre les fonds propres et la dette des entreprises, et notamment des PME. Comment une entreprise de 50, 100, 150 personnes avec des technologies, avec des compétences, qui est à 95% sous-traitant d'Airbus, de Safran, de Dassault ou de Thales, peut-elle développer des produits propres et se tourner à l'international? Donc nous avons mis en place toute une panoplie de dispositifs en partenariat avec les organisations consulaires. Je n'ai pas souhaité créer de nouveaux services et doublonner les emplois qui existent déjà, notamment dans les chambres de commerce, à la fois pour préparer les entreprises à l'export, les amener à réfléchir à une stratégie export, à se doter de cadres compétents, d'une ingénierie compétente à l'export, et en s'adossant aux organismes nationaux, d'avoir une visibilité sur les différents marchés potentiels. Tout ça étant le premier dispositif. Deuxième dispositif, c'est bien entendu la coopération européenne avec les régions frontalières. Je pense aux régions espagnoles, puisque nous avons créé une eurorégion avec le Pays Basque et la Navarre, dans laquelle il y a des réflexions, bien sûr, sur l'export et le développement à l'international, que nous sommes jumelés avec le Land de Hesse, avec lequel nous échangeons des bonnes pratiques. Et puis, bien entendu, dans le cadre de toutes les réflexions que nous avons, Marc Prekavski évoquait son entreprise, il est aussi président du club des ETI, et il y a régulièrement des séminaires de réflexion pour accompagner cela. Je rappelle que les fonds européens que nous gérons permettent un accompagnement à l'export. Mais je voudrais souligner cette difficulté intrinsèque de notre économie, qui est son émiettement. Et c'est un discours que j'essaye de tenir à travers les contacts que j'ai avec les différents gouvernements. Tant que nous n'aurons pas créé des grappes d'entreprises, tant que nous n'aurons pas multiplié par 2, 3 ou 4 le nombre d'ETI, la balance commerciale française n'arrivera pas à remonter. On le fait, on le voit bien, sur l'agroalimentaire, on le fait avec les grands groupes sur l'aéronautique, on le fait sur la santé, qu'elle soit animale ou humaine, mais il y a tellement d'autres secteurs sur lesquels, pour atteindre une forme de résilience de l'entreprise en cas de crise, avoir plusieurs clients, avoir des produits propres, avoir ses propres marchés à l'international, tout ça fait partie à la fois de l'objectif, mais en même temps des fragilités de notre économie.
Dans la situation de tension dont nous avons beaucoup parlé hier entre la Chine et les États-Unis, le vin de Bordeaux a souvent été pris en otage. À la fois, M. Trump augmente les droits, et puis le marché asiatique est un marché très puissant, mais aussi compliqué. Comment on vit en Nouvelle-Aquitaine ces tensions internationales sur des productions qui sont aussi des productions très importantes territorialement? Alors, on a deux grands secteurs vitivinicoles. Il y a le secteur du cognac, exporté à 98%. Une réussite à l'international colossale, considérable, qui peut être fragilisée aussi, comme je le disais tout à l'heure, par la montée de droits de douane ou la prise d'otages. Ça s'est passé pour la Chine à un moment donné. Du côté du vin de Bordeaux, considérons qu'il y a deux types de vins ou de vignobles. Les grands crus ne se vendent pas, ils s'achètent, d'une certaine manière. La réussite cette année des primeurs pour les grands crus, même si leur nombre tend à diminuer. Pas les grands crus en tant que tels, mais le nombre de vins engagés dans la stratégie des primeurs. Et puis il y a tout le reste de la vigne, avec deux choses. D'abord, une baisse de la consommation du vin en France et en Europe, une baisse assez substantielle. C'était nos marchés. Et une difficulté pour ce type de vin de pouvoir s'engager à l'export, s'ils ne sont pas regroupés sous forme de coopératives ou de sociétés de production. Donc là, la région va engager dans les mois qui viennent, à la demande des acteurs de l'interprofession, des actions de promotion, des actions de développement. Mais en gros, on sait qu'on a 1 million d'hectos de trop sur 5 millions. Il y a 1 million d'hectos de trop. Donc on est face à une crise qui est aussi structurelle et qui met un certain nombre de viticulteurs, de vignerons, dans des situations difficiles. Ils ont beaucoup investi au moment dans les années 2000, il y a eu une forme de croissance assez forte. Ils ont beaucoup investi, incités par certaines banques, incités par leurs organisations professionnelles, financé un chai, financé d'autres dispositifs de vinification. Tout ça se rembourse. Et au moment où la crise intervient, c'est des situations difficiles pour ces viticulteurs. Est-ce que la région est associée par l'État dans les discussions commerciales, notamment sur les droits? Car en fait, le problème des vins, très souvent, je vois en Chine, on a une des taxes très importantes pour les vins français, alors que les vins du Chili ne sont pas taxés. Donc là, il y a des négociations commerciales qui sont très importantes. Et au fond, la vente du vin dépend en grande partie des négociations commerciales sur les droits. Est-ce qu'il y a des sujets, ces sujets-là Ce sont des discussions qu'on peut avoir avec les différents ministres concernés, le ministre de l'Agriculture, Bercy, mais on n'est pas réellement associés. Oui. On n'est pas réellement associés. On a des discussions avec les interprofessions vitivinicoles et bien entendu, on est amené à la fois auprès de Bruxelles comme auprès du gouvernement français à faire remonter ces inquiétudes qui concernent le vin, mais qui peuvent aussi concerner la céramique, par exemple. Parce que dans la fameuse prise d'otage dont vous parliez tout à l'heure, il y avait aussi toute la céramique de Limoges qui a été prise en otage à un moment donné. Oui.
Oui, et là, on se trouve avec, en effet, des pénalités très importantes qui ont un impact territorial majeur. C'est là où on voit bien que les élections américaines vont avoir une certaine importance. Retrouver de l'international, de la discussion à l'international, stabiliser ces différentes taxes, et puis pour ce qui nous concerne sur une autre partie de l'économie qui ne concerne pas les grands secteurs d'exportation comme le vin ou le cognac, refaire nos forces technologiques dans un certain nombre de domaines, parce que la faiblesse d'un pays par rapport à un autre, c'est aussi cacheter, comme on dit, sur étagère, toutes les pièces ou une grande partie des pièces d'un avion, de l'électronique, parfois de la santé, nous rend dépendants de crises internationales qui secouent la branche ou qui secouent l'arbre sur lequel nous sommes tous, sur lequel ou sous lequel nous sommes tous installés. Et quand on regarde, par exemple, je citais cet exemple parce que c'est très important, me semble-t-il, à titre symbolique. Pendant la crise du Covid, je vais dans un lycée de Pau, qui est le lycée Saint-Cricq, qui est un lycée électronique et numérique, pour des raisons de circuit court avec les agriculteurs qui fournissent nos cantines. Et les agents de la région qui sont dans ce lycée me disent il faudrait, Monsieur le Président, que vous nous repayiez un four pour la cantine. Il était quasiment neuf. Je dis mais pourquoi? Parce que la carte électronique, on ne peut plus la réparer. On est dans un lycée électronique. D'abord, ils n'ont pas pensé à dire aux enseignants décortiquez-moi ça, essayez de regarder ça, mais l'entreprise qui l'avait fournie ne sait pas la maintenir. Électronique, de base. Et quand j'interroge et l'école d'ingénieurs de Bordeaux, l'ENSERB, et le lycée, on s'aperçoit qu'on a abandonné la formation en électronique de base et qu'on fait que du numérique. Donc il y a à avoir une conception sur toute la chaîne de valeur. Il faut qu'on retrouve toute la chaîne de valeur, toute la compétence sur la chaîne de valeur. L'ENSERB, par exemple, ne sort plus d'ingénieurs sur les bases de l'électronique. Donc on a créé ici un groupe de travail sur ces bases de l'électronique, parce qu'on est dépendant à 80% de la Chine et de l'Inde, comme sur les principes de base des médicaments. Sur ce sujet, là, je vais passer la parole à Elisabeth Morin-Chartier, parce qu'au fond, tout le monde la connaît en tant qu'élue et à la région et à l'Europe, mais elle a une autre vie. Elle a eu une autre vie, puisqu'elle a été inspecteur général de l'éducation, elle a dirigé des établissements importants. Au fond, la côté éducatif, parce que ce dont Alain Rousset parle aussi, c'est la capacité d'adapter le tissu éducatif. Est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui que dans les territoires, on a une éducation qui est suffisamment ouverte à l'international? Est-ce qu'on connaît suffisamment les États-Unis, la Chine, etc. Je dis à Dominique Bussereau, et peut-être qu'il précisera les choses, mais je crois que l'Université de La Rochelle est spécialisée dans des formations en ce qui concerne l'Asie. Et qu'on peut apprendre le coréen à La Rochelle, je crois. Il nous confirmera ça lui-même. Mais je pense que, est-ce que nos territoires sont suffisamment ouverts à l'international, y compris dans la dimension éducative, Madame l'inspectrice générale? Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, cher Jean-Pierre, de m'avoir invité puis de me poser cette question qui est au cœur de mes préoccupations. Au Parlement européen, moi, je me suis focalisée sur le problème de l'emploi. Et cette question de la formation pose le vrai problème et de l'évolution des métiers et de l'évolution des formations. Et on ne peut pas avoir de réponse objective et sérieuse si on ne commence pas par réfléchir à un problème qui est devant nous, c'est la disparition de 15% des emplois de bas niveau de qualification dans les 10 ans qui viennent. Et au sommet de la pyramide des emplois,
et ce sont les chiffres européens, ce sont nos études européennes qui le montrent, au sommet de la pyramide de l'emploi, nous aurons besoin de 15% de formation d'emploi de haut niveau. C'est donc aujourd'hui toute la pyramide de l'emploi qu'il faut faire bouger. Ça veut dire non seulement l'évolution des formations dans les établissements de formation, de la formation initiale, comme le disait le président Rousset, mais en plus, c'est la formation continue des salariés qui sont actuellement dans l'entreprise qu'il faut faire bouger dans cette vision de la mondialisation et de la présence internationale des entreprises. Et ça, c'est extrêmement important à avoir en tête, parce que vous avez des fonds européens. Le Fonds social européen, il est là pour aider les territoires, pour aider les régions, mais le président Rousset le sait très bien, aider les régions à faire bouger cette pyramide de l'emploi et à préparer les entreprises, à anticiper dans les entreprises cette évolution de l'emploi. Ça, c'est quelque chose d'incontournable. Et la cohésion européenne, la cohésion de la... J'allais dire, on parlait de guerre économique hier, mais la guerre économique, elle commence par là, par avoir des salariés dans les entreprises qui sont prêts à bouger sur leur poste, à bouger dans leurs compétences. Et c'est la raison pour laquelle les modèles mêmes de formation en France doivent évoluer. Nous avons une habitude de formation diplômante très en tuyau d'orgue, ce dont les entreprises ont besoin et vont encore plus avoir besoin, c'est de la mobilité et donc de compétences transversales qui doivent être reconnues, validées et qui doivent permettre à un salarié de s'adapter à des nouveaux postes de travail. Donc, les modèles de formation eux-mêmes doivent évoluer et je travaille beaucoup avec les présidents d'universités pour faire bouger ces modèles de formation. Ça, c'est se préparer à la guerre économique. Et on n'a pas le temps d'attendre parce que les projections que nous avons au niveau européen de ces 10 ans qui bouleversent la pyramide de l'emploi, 10 ans, c'est pas le temps de la formation initiale et donc la formation continue doit absolument prendre le relais aussi. C'est pour ça que les régions ont vraiment là un rôle essentiel. Mais le deuxième point d'appui, c'est effectivement l'irrigation des territoires par des réseaux haut débit. Et l'Europe a très largement, j'entendais Dominique Bussereau tout à l'heure dire que les départements s'équipent en fibre, en 4G, la 5G bien sûr, c'est aujourd'hui ou bien le territoire est déclassé, ou bien le territoire est irrigué. Et la formation continue, elle doit s'appuyer, elle ne peut s'appuyer que sur de la formation à distance, donc sur le poste de travail dans l'entreprise, et elle ne peut s'appuyer donc que sur cette irrigation des territoires en fibre optique et en haut débit. Donc, c'est à la fois des transformations de l'entreprise pour assurer cette compétitivité internationale, ce sont des transformations des compétences des salariés, sinon les territoires seraient déclassés, mais les salariés aussi seraient déclassés. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est effectivement avoir cette cohésion européenne. Donc il faut s'y préparer. Est-ce que le tissu éducatif, par exemple régional, dans une région comme la nôtre ici, est suffisamment ouvert à l'international? Est-ce que, par exemple, CEVA a des problèmes de recrutement pour des gens qui, par exemple, devraient parler chinois ou... Est-ce que, au fond, notre système éducatif est suffisamment aujourd'hui
informé de l'état du monde et des changements du monde. C'est quand même une question qui est importante quand on voit la méconnaissance, d'une certaine manière, d'une grande partie de notre opinion sur des pays comme la Chine, par exemple. Quand vous pensez que nos 3 présidents de la République n'étaient jamais allés en Chine avant d'être président, les 3 derniers. C'est-à-dire que tout le monde est allé aux États-Unis, il y a une connaissance des États-Unis, la connaissance de la Chine, elle est rudimentaire, alors que c'est un pays de plusieurs milliers d'années de civilisation. Et donc, on voit bien que là, il y a un problème culturel qui est un problème important. Est-ce qu'on est au niveau en matière internationale dans un territoire comme le nôtre? Je vais répondre franchement, non. Non, parce que, j'allais dire, l'éducation, mais dès la plus tendre enfance, elle est très franco-française, très centrée sur notre histoire, notre passé, mais pas assez sur le monde. Hein. Il y a une grosse différence entre... Je suis historienne de formation, mais je vois bien qu'aujourd'hui, c'est la connaissance du monde qu'il faut. Bon, l'histoire n'est là que comme appui culturel. Mais aussi, nous ne parlons pas assez du monde dans les médias. Attendez, il se passe là, il y a 2 jours, quelque chose d'extrêmement important. Le commissaire Phil Hogan, qui négocie toutes les politiques internationales pour l'Europe, tous les accords commerciaux, est obligé de démissionner. C'est-à-dire l'Europe perd c'est pas joli ce que je vais dire, un pion, mais un levier considérable dans ce rayonnement économique européen. Pour non-respect des règles sanitaires, en gros? Pour non-respect de règles sanitaires dans son propre pays. L'Irlande. Attendez, on se tire une balle dans le pied. On se tire une balle dans le pied. Moi, je suis catastrophée de voir qu'on a à la fois des gens au niveau européen d'une qualité, d'une puissance incroyable, et que on sait s'en priver pour des raisons tout à fait annexes. On n'en parle pas. Vous regardez combien de lignes ça a pu faire dans la presse écrite, et je me suis permis de regarder quelques journaux télévisés ou d'écouter hier la radio en venant jusqu'à Bordeaux. Rien. Le monde n'existe pas autour de nous. Donc ça, c'est un vrai problème. Nous n'avons pas suffisamment d'informations. C'est un gros problème pour l'Europe. On ne parle pratiquement pas d'Europe dans les médias. On a quelques journalistes spécialisés, mais vraiment pas assez. Et quand on parle d'Europe, on a l'impression d'être sur une autre planète. Ben non, l'Europe, c'est notre planète à nous qui doit exister dans cette mondialisation. D'une certaine manière, les entreprises sont peut-être en avance sur la société politique, au fond, dans cette préoccupation internationale, non? Heureusement. Bien sûr, parce que nous sommes tout simplement dans une équation économique. On a des concurrents, on est poussé par ça, et du coup, évidemment, on se retrouve à essayer de compenser ce qu'on ne trouve pas. En même temps, ça prend du temps. Vous voyez, modifier des systèmes. Nous, la force, et en particulier la force des ETI, c'est l'agilité. Être capable d'aller vite, et notamment, il y a des mécanismes et des systèmes comme les VIE, par exemple, qui sont absolument exceptionnels. On peut aujourd'hui envoyer des jeunes diplômés dans nos filiales, ils sont accueillis par les pays, aidés par les gouvernements. Il y a quand même, heureusement, des mécanismes de fonds qui permettent de récupérer un peu le tir. Et c'est vrai que par rapport à des pays, moi je suis toujours stupéfait par les Pays-Bas, capacité qu'ils ont, c'est parler plusieurs langues très tôt, on les retrouve partout dans le monde, etc. Il y a une dynamique qui est exceptionnelle, il faudrait peut-être essayer de s'en inspirer. Et ça démarre dès le plus jeune âge. Dominique Bussereau, l'Université de La Rochelle est toujours, comme l'avait souhaité au départ Michel Crépeau, tournée vers les questions stratégiques d'Asie.
Oui, il n'y a pas que l'Université de La Rochelle, je vais en dire un mot, mais j'écoutais attentivement Elisabeth à l'instant. L'École supérieure de commerce de La Rochelle qui envisage de doubler, a besoin de doubler ses locaux parce qu'elle s'est étendue sur toute une série d'autres écoles de commerce dans la région et bien au-delà, est complètement tournée vers l'international. On trouve ces étudiants dans le monde entier, dans nos ambassades, dans les entreprises, etc. L'école qui appartient au département, l'école supérieure d'ingénieurs, l'EXI, elle marche tellement bien qu'il faut qu'on double ses locaux également. Et je parle également à Alain Rousset en ce moment, naturellement, il le comprendra. Et elle a ouvert son équivalent à Casablanca, au Maroc. Et cette école de l'EXI au Maroc a reçu l'habilitation de ses diplômes en France. C'est-à-dire que quand on fait ses diplômes à l'EXI à Casablanca, on a équivalence de son diplôme avec le diplôme sur le marché français. Et quant à l'université, j'y viens enfin, elle est traditionnellement, depuis le début, très tournée vers l'Asie. Elle accueille beaucoup d'étudiants chinois, coréens, indonésiens. Elle est tournée vers l'Asie, la Chine, naturellement, la Corée, qu'on oublie souvent, et puis un très grand pays qui est un des plus grands pays au monde et qu'on a aussi trop tendance à oublier, qui est l'Indonésie, en particulier l'apprentissage de sa langue. Et donc, en présence de nombreux étudiants de ces pays, l'Université de La Rochelle se spécialise véritablement dans ce domaine. Je crois que c'est une bonne chose et cela se fait naturellement en parfaite coordination avec son emprunt président Gérard Blanchard, qui est vice-président de la région, avec les autres universités de la région. Je pense naturellement à Poitiers et à Bordeaux. Je vois, Monsieur le Président Bussereau, que vous n'hésitez pas à faire vos courses au Conseil régional et essayer de demander des subventions entre deux interventions. Je vois là bien cette... Non, c'est pas ça, Monsieur le Premier ministre. Il se trouve que le hasard de la vie fait que nous étions étudiants avec Alain Rousset quand nous avions l'un et l'autre à peu près une cinquantaine d'années en moins. Donc ça permet une certaine liberté amicale du langage. Voilà, c'est ça. Et si la liberté se traduit par des soutiens sonnants et trébuchants, ce n'est pas plus mal. Nous l'avons bien compris, cher Président. Avec Alain Rousset, justement, voyons un peu cette situation de l'international dans la région Aquitaine. Est-ce que vous avez des implantations? Est-ce que vous avez des salariés de la région qui sont à l'étranger? Comment est-ce que vous travaillez? Quelle est la stratégie développée? Alors, d'abord, il y a des implantations d'entreprises étrangères. Je citerai l'exemple du Japon, d'entreprises japonaises, plutôt dans le sud de la région, puisqu'on a notamment une implantation assez exceptionnelle pour la fabrication des matériaux composites. Et on est en train de réfléchir avec cette entreprise qui s'appelle Toray sur le biosourcing des matériaux composites. On a un centre technologique qui pourvoit à cette recherche. Donc il y a une présence internationale, avec la mauvaise nouvelle de la fermeture de Ford. Et on a d'ailleurs dans ces locaux cet après-midi, puisque il y avait deux entreprises sur le site de Blanquefort, Ford, et une entreprise qui s'appelle Getrag, et on doit avoir une annonce cet après-midi. J'espère qu'elle ne sera pas, parce qu'il y a 1400 personnes, encore qu'elle ne sera pas mauvaise. Donc on est toujours très attentif à cet accueil d'entreprise. Ce qui est important pour accueillir des entreprises et pour l'attractivité de la région, c'est l'environnement de l'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui le board qui décide sa localisation. Faire en sorte qu'une entreprise reste sur un territoire suppose, comme le disait Elisabeth tout à l'heure, d'avoir les systèmes de formation les plus performants et les plus agiles. Donc la région a mis le pied dans la porte de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, parce que c'est pas de Paris qu'on peut regarder ça précisément. Et la plupart des universités, d'ailleurs j'en profite pour faire cette incise, ont développé depuis longtemps des formations à l'international, des formations en langue étrangère, y compris par apprentissage d'ailleurs. Je regarde ça, que
On a l'école d'ingénieurs de La Rochelle, dont parlait Dominique tout à l'heure. Il y a à Anglet une école qui s'appelle l'Estia, qui est quasiment doublée tous les 3 ou 4 ans, qui travaille particulièrement avec l'Espagne, mais pas que, avec l'Amérique latine, avec d'autres pays. Donc on a ce regard. Pau, aussi, Bordeaux, bien entendu, Limoges et Poitiers, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc ces formations, elles existent malgré tout. Et en disant ça, je m'aperçois que j'ai oublié votre question du début. Non, redites-moi. Et de parler dans le micro. Oui, il faut Alors, redites-moi la question. il faut en effet parler. Non, ce que je voudrais savoir, c'est dans la stratégie. Là, vous avez évoqué ce qui est très important, l'attractivité, c'est-à-dire l'avenue d'entreprise. D'ailleurs, est-ce que vous avez cité le cas de Ford, en effet, où on voit bien que là, on est sur une question aussi qui concerne la politique américaine, parce qu'au fond, ce qu'on voit, c'est que Bien grosso sûr. modo, les États-Unis ramènent leurs entreprises chez eux. On l'a vu avec un certain nombre d'autres exemples. Est-ce que, par exemple, il y a des entreprises chinoises aussi ici? Et est-ce que vous êtes vigilant sur les investissements chinois? Est-ce qu'il y a des procédures sur ces sujets? Donc ça, c'est dans la partie attractivité. Et dans la partie exportation, développement, est-ce qu'il y a des bureaux de la Nouvelle-Aquitaine dans des grandes régions du monde? Est-ce qu'il y a des implantations, des partenariats qui font qu'il y a une sorte de géographie de la stratégie internationale de la région? Alors, on s'est fixé un certain nombre d'objectifs, dont la Chine, mais aussi l'Allemagne, les pays, les États-Unis. Il y a eu tout un travail qui a été fait avec le monde industriel pour voir un peu, et le monde consulaire, quelles étaient les cibles que l'on devait atteindre, en sachant qu'une cible en matière de commerce international ne se règle pas du jour au lendemain, si j'ose dire. Le nécessaire investissement en ingénierie. La Chine, par exemple, nous sommes présents à Wuhan. On a 2 chargés de mission à Wuhan. L'un à la fois sur le vin, sur l'agroalimentaire, et un autre sur l'optique laser. Les Chinois sont très intéressés par nos avances technologiques, vous le savez bien là-dessus. Donc il y a cette présence. Pour le reste, nous ne doublonnons pas par rapport aux différents dispositifs, soit diplomatiques, soit de l'Agence française du commerce extérieur, qui existent. Hein, je veux dire, je préfère que nous mettions nos moyens pour accompagner les entreprises, pour éviter notamment, il y a tout un tas de formations qui ont été faites avec les organismes consulaires, qu'un déplacement sur le plan de l'exportation ne soit pas one-shot. La faiblesse de la taille des entreprises françaises que j'évoquais tout à l'heure va souvent avec un seul déplacement. L'international, c'est de l'investissement. Hein, je parle sous le contrôle de Marc Prekewski et de vous-même. Et donc, ça suppose d'avoir une forme de formation. Alors, elle peut être, cette représentation internationale, elle peut être collective. Quand on va, par exemple, à Las Vegas pour le forum numérique, la région forme et accompagne 20, 30, 40 entreprises d'une année sur l'autre. Enfin, c'est tous les 2 ans, je crois, que ce forum a lieu. Donc, on est attentif à cela. La difficulté de l'exercice pour une région française par rapport à un territoire français par rapport à un territoire allemand ou même italien. Je rappelle que l'Italie a une balance commerciale positive. Et elle avait même cette balance commerciale positive sous la présidence de Berlusconi. Hein, tout simplement parce que ce sont les régions italiennes qui sont à la manœuvre. Et la difficulté de l'exercice que nous avons au niveau des régions françaises, c'est qu'il faut être particulièrement volontaire et ciblé
ou plutôt prioriser nos actions. Plus vous les dispersez, plus vous saupoudrez. Donc c'est toute la difficulté c'est toute la difficulté de l'exercice. Mais encore une fois, il faut que l'on ait un équilibre entre le ressourcement technologique de nos entreprises, la façon avec laquelle elles vont adresser plusieurs marchés, plusieurs clients, et l'accompagnement à l'international, ou l'accueil d'entreprises internationales. Et j'ai remarqué que le fort investissement que nous avions fait depuis une vingtaine d'années maintenant sur le plan de la recherche, du transfert de technologie, de l'équipement aussi en fibre, Dominique Bussereau parlait tout à l'heure de l'intervention des départements. Chaque fois, la région intervient en accompagnement des départements, et nous avons même, par rapport à la réflexion de Dominique sur les opérateurs qui parfois ne vont pas assez vite, nous avons même mis en place en Nouvelle-Aquitaine un dispositif public pour faire en sorte que la fibre ait deux modèles et qu'il y ait un peu de concurrence pour exciter les opérateurs à aller plus vite pour desservir la cabane de chasse ou de pêche dont parlait Dominique tout à l'heure. Mais en tout cas, je m'aperçois que les investissements en matière de recherche ont un impact en matière d'attractivité à l'international ou européen ou même franco-français. Le simple dispositif, le travail que nous avons mené sur la transition agroécologique, sur le basculement par rapport au réchauffement climatique, nous a amené de la région lyonnaise des labos sur le plan de l'agriculture du futur, de l'agriculture régénératrice. Et c'est pas de la communication qui a été faite, c'est du bouche à oreille aussi qui fonctionne dans le tissu industriel ou dans le tissu technologique. Donc je pense, par rapport à toutes les questions que posait Jean-Pierre Raffarin tout à l'heure, qu'il faut être présent sur la chaîne de valeur de l'action publique-privée, sur son ensemble. J'ajoute un autre problème que nous connaissons bien, mais que nous ne mesurons peut-être pas, et je vous signale ça, qui est le dispositif américain qui permet de clouer au sol toute technologie européenne ou autre en portant des briques technologiques fabriquées aux États-Unis. J'ai plus en mémoire le nom du dispositif. Je vais le retrouver d'ici la fin de la réunion. Ça peut concerner Dassault, même si Dassault a une réflexion très souveraine. Mais imaginons que demain les États-Unis et M. Trump regardent la totalité des briques technologiques fabriquées. Vous avez vu qu'il y a une entreprise anglaise qui fabrique des puces pour l'ensemble de nos appareils de communication. Mais on peut interdire aux entreprises françaises, européennes, d'exporter. Je n'arrive toujours pas à trouver le nom de ce dispositif, mais il sera sûrement d'une urgence importante s'il y a un changement d'exécutif aux États-Unis, d'avoir une discussion Europe-États-Unis sur ce problème-là, parce qu'on peut être complètement paralysé. Revenons à l'entreprise, avec des questions peut-être indiscrètes. Depuis combien de temps CEVA est en Chine? Combien de temps il a fallu à CEVA pour gagner de l'argent en Chine? Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la présence de CEVA en Chine et aux États-Unis sert l'emploi en Aquitaine? Est-ce qu'on peut dire ça? Bien sûr. Bien sûr, et c'est la particularité des ETI parce que elles sont ancrées sur leur territoire. Et donc, elles se doivent, et ça fait partie de réellement de leur volonté, de leur histoire. Vous voyez, on est Libournais depuis plus de 20 ans, donc on considère qu'on joue un rôle social, sociétal, localement. Donc, ça revient toujours.
C'est-à-dire que au début, vous développez une entreprise française et puis en fonction des modèles, c'est très long de s'implanter dans un pays. C'est très long, c'est très coûteux. Donc il faut que la maison mère soit d'abord solide et qu'elle trouve son bon modèle. Souvent, le bon modèle, c'est d'acheter une entreprise. C'est beaucoup plus facile parce qu'une certaine façon, on récupère une taille critique, on récupère des hommes, etc., etc. Et donc en fait, à chaque fois qu'une entreprise se développe, et en particulier une ETI sur un territoire, elle crée de la valeur sur le territoire. Et c'est ce qui se passe pour Ceva, puisque c'est une entreprise qui a un peu plus de 20 ans, qui est issue d'un spin-off d'une filiale de Sanofi, qui était un peu en difficulté, qu'on a reprise. On a créé des filiales, 45 filiales dans le monde. L'histoire de la Chine, ça démarre en 2002, on ouvre un bureau. Évidemment, quand vous ouvrez un bureau, vous ne gagnez pas d'argent. On fait une acquisition en 2011, on en fait une autre en 2017, société d'État, on fait une JV. On apprend. Ce qui est extrêmement intéressant à l'international, c'est que vous apprenez, ça vous enrichit. Vous apprenez à... Vous voyez, on a une approche, nous on est très occidental, on est dans l'affrontement, dans la bagarre. Au-delà du business que l'on fait dans les pays asiatiques, en particulier en Chine, on apprend d'une certaine façon à respecter, on apprend à contourner. C'est le jeu de Go. C'est ces points où on essaie de prendre de la surface, où on ne sait pas au début comment va se terminer, et puis à la fin, celui qui a pris la plus grande surface, c'est celui qui a gagné. Et donc on apprend énormément de choses. Et moi, au-delà, et c'est pour ça que j'ai pris ce dossier, dès le début, ce dossier chinois directement, j'allais 10 fois par an en Chine, mais j'y allais aussi parce que ça me plaisait et que j'apprenais. Vous voyez, c'est aussi une forme de bouffée d'oxygène que vous avez quand vous partez voir un pays de ce type-là. Et j'ai fait la même chose évidemment aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Et donc, ça a pris des années. Et c'est pour ça que souvent une implantation dans un pays majeur, elle doit être portée par le patron de la boîte, parce que sinon c'est vite inacceptable. Très rapidement, on se dit, mais attendez, on perd de l'argent. Et moi, à chaque fois que je faisais une réunion du personnel, je réunis l'ensemble de mes salariés français 2 fois par an, je leur expliquais ce que je faisais en Chine, pourquoi c'était important. Et je vois sur une année comme cette année difficile, 2020, on double le chiffre d'affaires en Chine. Donc c'est parti. Et ça a pris du temps, ça a pris le temps pour comprendre. Donc il faut des reins solides, donc il faut être appuyé. Il faut trouver, je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, parce que vous avez emmené avec vous beaucoup d'entreprises et vous avez essayé de leur expliquer comment fonctionnait la Chine. Alors, j'ai envie de dire, plus j'y vais, moi je comprends, mais je comprends aussi que ce jeu de jambes qui fait qu'on s'adapte à chaque fois est absolument essentiel et qu'il faut avoir un regard bienveillant comme il faut l'avoir un peu partout dans le monde. Et je vois dans cette période du Covid où il y a eu le sujet des masques, qui était un sujet compliqué, où nous étions très présents en Chine, on a acheté les masques pour l'ensemble des ETI de Nouvelle-Aquitaine du club très tôt, et on a pu le faire parce que localement, on avait des partenaires historiques. L'amitié, les liens que l'on crée sont comme partout. L'homme, au travers de cette crise, et on parle de conflit, mais en même temps, il y a eu des gestes absolument exceptionnels dans notre société, que ça soit en Chine, aux États-Unis. Nous, on a fourni très rapidement un appareil qui permettait de faire le diagnostic, un laboratoire de proximité, qui pourtant est un appareil qui nous importait à Kansas City, etc. Donc, il y a beaucoup de gestes de solidarité qui ont été démontrés par les hommes, et c'est ce qu'il faut garder. Et donc, en fait, derrière des grands conflits que l'on voit apparaître, évidemment, puis il y a aussi des postures, et puis il y a des échéances électorales, etc., etc. Il y a les hommes. Les hommes, ils font la différence. Les hommes, ils font la différence. Voilà. Merci. Je pense que c'est un bon mot de conclusion, là, à la place des hommes. Et au fond, la logique de cette discussion est quand même porteuse de certains espoirs, parce que vous donnez un peu d'optimisme, tout comme Thierry Breton nous en donnait aussi hier, parce que finalement, des grandes entreprises, même si elles sont de taille intermédiaire en ce qui concerne Ceva, au fond, dans cette situation-là, on peut dire quand même que la situation internationale vous a donné une certaine forme de stabilité et finalement, vous continuez votre progression. Alors, on sait très bien qu'avec cette crise, un certain nombre de secteurs sont complètement sinistrés. Donc, il ne s'agit pas d'être naïf et béat. On voit bien qu'il y a des secteurs qui sont
sinistrés par la situation, mais on voit aussi qu'un certain nombre d'entreprises ont finalement construit des modèles à la fois passés sur l'innovation, sur l'international, et que ça leur permet de passer ces périodes difficiles de manière relativement satisfaisante. J'ai noté aussi que, et ça doit intéresser Dominique Bussereau, que dans vos pratiques managériales, vous allez changer des comportements. Vous voyagez moins, vous ferez des économies, vous avez des nouvelles technologies pour voyager moins et d'une certaine manière avoir une autre distribution de vos charges. Ça, c'est aussi important. Je pense, Dominique, que ça a des conséquences majeures sur le secteur des transports, toute cette nouvelle attitude qui va faire en sorte qu'on sera plus économe de notre temps, d'une certaine manière, en limitant une part de voyage. Mais en tout cas, ce qui apparaît très, très clairement dans cette discussion, c'est que, au fond, le territoire aujourd'hui est quand même très concerné par les grands enjeux, que ce soit les enjeux technologiques, on a bien dit tout à l'heure, connectés ou écartés. Hein. On se trouve dans une situation où les territoires doivent s'équiper des technologies pour permettre le développement de leurs entreprises, mais on voit aussi que cette tension internationale fait que ça peut aussi peut-être donner un certain nombre de libertés pour essayer de jouer un certain nombre d'initiatives et d'étaler des stratégies, au fond, qui peuvent s'adapter. Je voyais qu'en entendant le président Rousset, que à la fois la Chine et l'Allemagne, au fond, on se dit c'est des espaces économiques qui vivent pour même rythme et qui peuvent essayer peut-être de compenser les flux à la hausse ou à la baisse de tel ou tel marché, de telle ou telle situation. Donc, des facteurs d'optimisme à condition qu'on ait cette attitude ouverte, engagée, mobilisée autour des entreprises comme on le fait, comme vous le faites, Président, en Aquitaine, dans cette grande Aquitaine aujourd'hui, d'avoir cette capacité à investir dans l'intelligence et dans l'esprit d'ouverture. Je voudrais remercier nos 4 participants à ce débat, leur dire combien on apprécie leur engagement territorial et combien on est heureux de voir que la dimension internationale n'est pas absente de leurs préoccupations.